dimanche 30 décembre 2018. Nous sommes avec Moubarak Lo, conseiller économique en chef du Premier ministre, directeur général du Bureau de prospective économique, et Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur, directeur du Forum africain des alternatives et coordonnateur de l'ARCAD, l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. On le disait, le bilan économique du Sénégal, on parle d'un taux de croissance de 6,8% selon le FMI, le Fonds monétaire international et le ministère de l'économie et des finances. Demba Moussa Dembélé, est-ce que pour autant les Sénégalais vivent mieux? Merci Alassane, je dis c'est un plaisir de te retrouver. Merci. Et surtout aussi d'avoir en face de moi Moubarak Lo, qui est un ami et que je respecte beaucoup, même si nous sommes sur des bords différents. Mais écoutez, je crois que cette question de taux de croissance a fait l'objet de beaucoup de débats. La majorité des gens disent on n'en voit pas l'impact sur les conditions de vie des populations sénégalaises. En termes d'emploi, je crois que sur ce plan, il y a un échec. En termes d'amélioration de personnes qui vivent dans la précarité et qui auraient amélioré leurs conditions de vie, ça ne se voit pas. Moi, je crois que l'une des raisons de cela, c'est que ce taux de croissance dont on parle, est-ce qu'il est réel ou est-ce que c'est une façon d'embellir une situation qu'on sait peu reluisante? Ou alors, une autre explication, c'est que qu'est-ce qui profite de ce taux de croissance? Parce que si on regarde la situation du Sénégal aujourd'hui, c'est le capital étranger qui domine les secteurs clés. Et par conséquent, s'il y a taux de croissance, ça bénéficie prioritairement aux investisseurs étrangers. Et si bien que la majorité des Sénégalais ne se retrouvent pas dans ce taux de croissance. Moubarak Lo, est-ce qu'on vit mieux avec 6,8% de taux de croissance? Est-ce que c'est une croissance extravertie ou bien inclusive? Bon, disons, c'est toujours un défi de faire une croissance inclusive. Vous savez, quand on fait de la croissance, il faut faire ce qu'on appelle une croissance favorable aux pauvres. Maintenant, une croissance favorable aux pauvres, c'est quand vous faites votre stratégie de croissance, vous devez veiller à ce que la croissance se réalise dans les secteurs où les pauvres s'activent. Parce que c'est ça qui permet d'améliorer à la fois leur productivité et leurs revenus. Par exemple, dans l'agriculture. Bon, au Sénégal, oui, effectivement, la majorité des pauvres se retrouvent dans l'agriculture, mais également dans le secteur informel. L'agriculture, depuis quelques années, il y a une relance, mais ça n'a pas encore atteint, disons, la vitesse de croisière. Et vous savez, les liens entre la croissance et la pauvreté, ce n'est pas automatique. C'est pourquoi on parle de croissance durable. En général, il faut plusieurs années de croissance successive pour que la diffusion de la croissance dans la sphère des pauvres se matérialise. Parce que dans la logique économique, vous avez l'utilisation des capacités de production qui fait que si les capacités de production sont faibles, dans un premier temps, si la demande existe ou que les conditions de la conjoncture sont favorables, les entreprises commencent par augmenter les capacités. Donc, ils ne créent pas d'emplois. C'est ça qui fait que vous pouvez avoir une croissance non créatrice d'emplois parce que les capacités de production étaient sous-utilisées. Mais est-ce qu'au Sénégal, on est dans cet état de fait, une croissance non créatrice d'emplois, c'est ça? Oui, disons que la croissance crée de l'emploi, mais pas suffisamment. Ça a été d'ailleurs analysé dans le document du plan Sénégal émergent, très clairement, parce que c'est un document qui a été rédigé de manière très précise. Ça aurait pu être rédigé par l'université, pour vous dire. Effectivement, il a été constaté que les entreprises ajustent par l'augmentation de la productivité et non par la création d'emplois en général. Donc, dans les périodes non favorables, les travailleurs travaillent moins. Dans les périodes favorables, ils travaillent plus, éventuellement en leur donnant des heures supplémentaires. Mais comme je dis, ce phénomène, au fur et à mesure que vous maintenez maintenant la croissance, vous allez avoir une pleine
utilisation des capacités de production. Là, vous êtes obligé d'augmenter les investissements, de créer de nouvelles entreprises. Et c'est là où vous avez justement une création supplémentaire d'emplois. Mais ça se fait, disons, en 2 temps. Maintenant, il y a des secteurs comme l'agriculture. Là, c'est un problème de revenus. Parce qu'un paysan, il a son champ. En moyenne, ici, le petit agriculteur, il a 1 hectare, disons. Donc, lui, si la pluviométrie est bonne, si les programmes agricoles sont là, si le prix est incitatif, lui, il peut voir augmenter sa production. C'est ce qu'on constate depuis 5 ans. Il y a une augmentation continue de la production agricole. Mais, disons, si vous prenez un producteur qui fait 1 hectare d'arachide, sur l'année, s'il enlève ses coûts, ce qui lui reste ne va pas lui permettre de passer en dessus du seuil de pauvreté. Donc, dans le cas d'espèce, ce qui permettra dans le futur, disons, d'accélérer la réduction de la pauvreté dans le monde rural, c'est soit une diversification de la production pour avoir des produits générant beaucoup plus de revenus. Parce que si vous faites 1 hectare d'arachide, maximum, vous ne pouvez pas avoir plus de 200 000. Je parle en termes de revenus. Mais si vous enlevez les frais, vous allez vous retrouver peut-être avec 100 000 sur l'année. Forcément, vous ne réussissez pas le test de passer en dessus du seuil de pauvreté. Alors que si vous faisiez 1 hectare de tomates, ça change tout. Ouais. Ça suppose donc la maîtrise de l'eau. Et il y a des zones du pays où, effectivement, il y a eu des cas de succès de cette nature. Justement, Moussa Dembélé, est-ce qu'on peut développer un pays, avoir une croissance inclusive si on dépend des aléas climatiques et de l'aide extérieure? Oui, voilà. Je crois que lui-même, dans son développement, il explique de manière implicite. On ne peut pas dépendre d'aléas climatiques dans le secteur agricole et surtout dépendre du capital étranger. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie du monde rural est abandonnée à lui-même, peut-être à part le bassin arachidier. Et même là encore, les campagnes arachidières posent toujours des problèmes. Mais la majorité du monde rural est abandonnée à lui-même. Moi, je suis du Fouta, j'ai voyagé récemment. Je vois pratiquement le désert qui gagne un peu partout. Et puis l'exode rural, ces gosses qui viennent en masse remplir les banlieues dakaroises, ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas de perspective dans le monde rural. Et malheureusement, des pays comme les nôtres, sans l'agriculture, nous ne pouvons pas nous développer. Et d'ailleurs, tous les pays qui se sont développés, ils sont développés d'abord en ayant une agriculture performante. Et cette agriculture performante doit reposer sur des entreprises nationales. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que tout ce qui marche, pour ainsi dire, ici, est entre des mains étrangères, notamment européennes, chinoises, turques, ainsi de suite. Et ce n'est pas comme ça qu'on va développer un pays. Tout à l'heure, Moubarak parlait de croissance durable. Mais cette croissance durable, si elle est portée par des entreprises étrangères, ça ne bénéficiera pas beaucoup aux Sénégalais. Parce que ces entreprises étrangères vont rapatrier la quasi-totalité de leurs profits chez elles. Et à ce moment, il ne restera que des miettes pour les Sénégalais. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir des entreprises nationales performantes dans ce sens-là? Pourquoi? Je crois qu'il y a, à la base, il y a une absence de vision sur la politique d'industrialisation de ce pays-là. Il y a, je crois, 1 an ou 1 an et demi, il y avait un débat auquel, je crois, avait participé Moubarak, parce que j'ai vu ça dans la presse, où des fonctionnaires de certains ministères disaient que l'État n'a pas de politique industrielle. Alors, quand vous n'avez pas de politique industrielle, il est évident que vous ne pouvez pas essayer de voir les créneaux vers lesquels vous pouvez pousser des entreprises nationales pour être des champions. Parce que partout, on voit les pays qui ont émergé ou qui aspirent à l'émergence essaient quand même de pousser leurs entreprises nationales vers des créneaux porteurs
et qui pourront demain compétir sur le plan international. Mais ce n'est pas le cas. Et pour terminer sur ce point-là, je me rappelle le clash qu'il y a eu entre Mansour Kama et le président lors du conseil présidentiel sur l'investissement, où Kama disait, mais monsieur le président, vous parlez de plan Sénégal émergent, mais le Sénégal ne peut pas émerger sans ces entreprises nationales. Mais pour le moment, ce qu'on constate, c'est la marginalisation de ces entreprises-là. Et je crois que c'est ça qui explique l'absence de politique industrielle et marginalisation des entreprises nationales. Et je crois que c'est ça qui plombe, à mon avis, la situation économique du pays, puisque pour moi, je répète encore, on ne peut pas aller vers l'émergence avec des entreprises étrangères. Justement, Moubarak, pourquoi l'État du Sénégal n'a pas une stratégie d'accompagnement des entreprises nationales pour porter la croissance du pays? Parce qu'on a vu dans d'autres pays comme le Maroc, par exemple, que le roi lui-même semble être le porte-étendard de ces entreprises nationales. Et qu'il y a un système d'accompagnement de ces entreprises. Je parle de vraies entreprises aussi, parce qu'au Sénégal, comme disait Moustapha Kassé, il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs. Comment faire le tri pour voir les vraies entreprises sénégalaises, les accompagner pour qu'ils puissent compétir sur le plan international, aller en compétition? Oui, disons que en matière d'industrialisation, dans la deuxième phase du PSE, plan Sénégal émergent, un accent très fort est mis sur l'industrialisation. Ça va être un volet fort de la stratégie de développement économique, parce que vous ne pouvez pas devenir émergent si vous n'êtes pas industrialisé. C'est une condition sine qua non. C'est une condition préalable. C'est un prérequis. Maintenant, l'industrialisation, il y a plusieurs écoles. Au niveau mondial, il n'y a pas encore de consensus. Parce que si vous fondez sur l'expérience des pays asiatiques, les modèles sont différents. Certains se sont industrialisés en générant uniquement un environnement favorable. C'est un peu le modèle, disons, préconisé. Singapourien et autres. Bon, même Singapour, c'est un peu différent. Mais disons que c'est un peu le modèle qu'on pouvait appeler de Bretton Woods. Que l'essentiel, c'est d'avoir l'environnement favorable. Les entreprises vont venir et investir et vous aurez des industries. Une deuxième méthode qui a été utilisée par certains, effectivement, c'est un accompagnement d'entreprises nationales, donc avec une stratégie volontariste pour créer des industries nationales, souvent d'ailleurs publiques, mais y compris parfois aussi en soutenant des champions nationaux. Maintenant, le Sénégal est peut-être entre les deux. On peut dire qu'aujourd'hui, le cœur de la stratégie, c'est d'avoir un environnement attractif. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur les réformes, on insiste beaucoup sur la mise en place des infrastructures, on insiste beaucoup sur le développement du capital humain, plus la mise en place d'incitations, avec la construction de zones économiques spéciales, et les résultats commencent à arriver. Mais effectivement, il faudrait accompagner sans doute cette politique, disons, générale, par un appui spécifique pour l'entreprise nationale, notamment la PME nationale, parce qu'effectivement, progressivement, il faut que le privé national prenne le relais et soit le moteur de la croissance de ce pays. Parce que si vous étudiez un peu toutes les stratégies des pays asiatiques, en Malaisie, notamment en Corée du Sud, à Singapour, partout, vous avez toujours eu cette stratégie de promotion de l'industrie nationale. Maintenant, ça peut se faire aussi, disons, sans intervention de l'État, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Je vais m'expliquer, parce que si vous analysez un peu l'industrie coréenne, au début, c'est des grandes entreprises qui ont essaimé, mais ensuite, vous avez eu beaucoup de PME qui se sont formés autour de ces entreprises. Et les PME nationales, c'est des cadres qui étaient employés dans ces grandes entreprises, qui sont sortis, qui ont fait après de la sous-traitance. Donc si vous laissiez, disons, l'industrie sénégalaise telle qu'elle, sans intervention de l'État, d'ici quelques années, vous aurez forcément
ces éléments-là qui vont se faire, mais ça prendra plus de temps. Maintenant, si vous voulez aller vite, c'est là où l'intervention de l'État est nécessaire, avec des appuis financiers, notamment en termes de... Parce que souvent, c'est le nœud du problème, c'est le financement de l'investissement, mais également le renforcement des capacités en entrepreneuriat, parce que comme ça, on n'aura plus des entrepreneurs, mais de vrais entrepreneurs, mais également, même dans la commande publique. On peut même envisager, comme ça se fait déjà dans le secteur de l'artisanat, dans le domaine industriel, de pouvoir, disons, faire des discriminations positives pour les PME nationales. Je donne l'exemple de l'Inde. Par exemple, en Inde, il y a certains produits, si vous n'êtes pas une PME, comme les bicyclettes, vous ne pouvez pas les assembler. Vous devez être une petite, je ne dis même pas une PME, vous devez être une petite entreprise. TPE. Donc il est possible de faire, sur certains produits, des incitations spécifiques pour pouvoir accompagner le développement de l'industrie nationale. Mais également, même sur les grands projets, l'État devrait pouvoir accompagner des groupes d'entrepreneurs pour pouvoir jouer un rôle. Et même dans les privatisations aussi, je termine par ça, dans certains pays, les privatisations ont été utilisées pour développer l'entrepreneuriat national. C'est-à-dire quand l'État cède, il cède au privé national. Mais est-ce qu'on peut développer un entrepreneuriat national en comptant sur l'argent étranger ou bien en n'ayant pas quelque part une épargne nationale pour financer son économie? Non, mais vous savez, les investissements directs étrangers, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire les gens emportent leur argent, ils cherchent à faire des profits et à rapatrier chez eux. C'est pas ça qui va développer l'entreprise nationale. Bon, l'État peut dire, vous venez, vous investissez, mais il y a une condition. Vous faites équipe avec une entreprise nationale. Comme ça se faisait en Algérie? Voilà, ou comme déjà l'exigent certains pays comme la Chine. En Malaisie, c'est ça. En Malaisie aussi. Il y a un pourcentage du capital qui doit appartenir à une entreprise nationale. Et ça, c'est une des conditions, si vous voulez investir. Ça peut se faire. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Moi, je crois qu'il faut avoir une stratégie à moyen et long terme. Dire voilà où nous voulons aller et quelle doit être la part des entreprises nationales dans la formation du produit intérieur brut. Et c'est comme ça que se développent des entreprises nationales. Pas par à-coup, il y a des investisseurs qui viennent, bon, on leur demande de réserver 20-25% du capital et puis on s'en débarrasse. Non, il faut insérer ça dans une stratégie à long terme. Et le capital étranger peut, je suis d'accord, peut contribuer, mais à condition aussi que ça s'insère dans une stratégie. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras, dire capital étranger, venez, faites ce que vous voulez. Parce que c'est un peu ça ce qui se passe ici. Faites ce que vous voulez. Parce qu'on leur accorde tellement d'exonération fiscale, de faveurs de toutes sortes, que finalement, on perd au change. Mais est-ce que ils investissent $1, ils rapatrient 3 ou 4. Il y en a même qui disent 10. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Sénégal soit un pays gazier, pétrolier à l'avenir, le Sénégal peut poser maintenant ses conditions par rapport à ces entreprises? Parce qu'avant, le Sénégal était emprunteur. Vous savez, mais il n'est plus emprunteur maintenant encore. Parce que c'est 7000, on en parlera tout à l'heure. 7300 et quelques dollars. Ce n'est pas les beaux yeux de Macky Sall ou de quelqu'un d'autre. C'est le gaz et le pétrole. C'est le gaz et le pétrole. Qui fait qu'on en comprenne. Voilà. Donc, on est solvable, entre guillemets. Je pense que ça va être beaucoup, peut-être plus difficile encore de poser les conditions parce que c'est la ruée. Vous savez, déjà, il y a des contrats qui ont été signés et qui sont l'objet de controverses. Opacité, népotisme, il y a tout cela. Et déjà, il y a la polémique qui s'est installée. Et je me demande dans quelles conditions le Sénégal sera en mesure de poser ces conditions à des entreprises qui sont déjà là et à d'autres qui veulent venir. Parce que pour pouvoir poser des conditions, il faut un minimum de consensus. Et il faut un gouvernement, je crois, assez fort, assez conscient des enjeux et qui défende réellement les intérêts nationaux. Mais moi, personnellement, je ne vois pas pour le moment, pour ceux qui dirigent ce pays, je ne vois pas cet état d'esprit.
Et par conséquent, je ne suis pas optimiste que nous soyons capables de poser des conditions à ceux qui sont déjà sur place et aux nouveaux arrivants. Je n'en suis pas sûr. Donc, cette année, comme on a dit 2018, sur le plan économique, le Sénégal se porte mieux, pas mieux, mal. Parce que si on regarde dans la circulation, les populations se plaignent que l'argent ne circule pas. Ils le disent tout le temps. Les PME et les PMI se plaignent que la dette intérieure, qui n'ont pas été payées. Parce que s'il y a une PME endettée, elle ne peut pas payer son ouvrier, elle ne peut pas payer le maçon ne peut pas consommer. Tu ne consommes pas et voilà, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Avec cette fin d'année assez morose. Oui, le Sénégal est un pays en développement, donc avec à la fois des progrès, mais également beaucoup de défis. Effectivement, c'est important pour un pays... Avec la tension budgétaire? Bon, la tension budgétaire, oui. Moi, je dirais la tension financière. Tension de trésorerie. Voilà, je ne sais pas quel est le terme approprié. Parce que en tout cas, les PME, les PMI, les TPE se plaignent qu'aujourd'hui, qu'il y a une dette qui n'a pas été soldée. La dette intérieure. Voilà, je ne connais pas la situation réelle pour pouvoir en parler. Ce que je lis dans les médias, comme tout le monde. Mais toujours est-il que, comme je disais, le Sénégal va mieux. Si vous comparez le Sénégal de 2018 par rapport au Sénégal de 2011, parce que moi, je suis un statisticien à la base. Mais dans quel secteur le Sénégal va mieux? Je vais vous dire. Je vous écoute. Vous prenez toutes les statistiques. Globalement, il n'y a pas presque une statistique où le Sénégal va moins bien aujourd'hui qu'en 2011. Donc je défie qu'on me montre une statistique où on va mal. Peut-être que la dette a augmenté, mais la dette n'est pas forcément mauvaise jusqu'à un certain niveau. Mais est-ce que vous, en tant qu'économiste et statisticien, vous avez moins de pression sociale depuis lors ou pas? Est-ce que la famille compte à vous demander encore de donner de l'argent pour se nourrir et pour se soigner? C'est là-bas qu'on va voir si ça va mieux ou pas. Oui, justement, maintenant il y a ce que disent les statistiques. Il y a la réalité aussi, que vivent les ménages. Parce que même en termes d'inflation, vous avez l'inflation, disons, officielle. On peut vous dire c'est moins de 2%, ou cette année on estime 2,3%. Mais si vous prenez un ménage pauvre, son inflation peut être supérieure à l'inflation officielle. Donc tout dépend de votre panier de consommation, parce que l'inflation c'est un indice moyen sur plusieurs types de produits. C'est pourquoi d'ailleurs certains pays ils calculent l'inflation du panier des pauvres. Ce serait intéressant de le faire au Sénégal. Ensuite il y a l'emploi, parce que les Sénégalais, leur première demande aujourd'hui c'est l'emploi. Vous pouvez beau baisser les prix, bâtir des routes, mais s'il n'y a pas d'emploi, pour eux, l'économie ne fonctionne pas. Vous avez, d'après les statistiques officielles, 100 000 Sénégalais, au moins, je dirais au moins, chaque année, qui entrent sur le marché du travail. Et les créations par le secteur formel n'atteignent pas ce chiffre. Donc vous avez forcément un gap énorme que les gens essayent de combler en essayant de trouver une activité dans le secteur informel avec des salaires, des revenus souvent faibles, une productivité faible, etc. C'est pourquoi vous pouvez avoir une économie qui progresse, des indicateurs qui s'améliorent, mais un emploi qui ne suit pas le rythme. C'est un peu la situation du Sénégal d'aujourd'hui. Mais comme je vous disais dans ma première intervention, au fur et à mesure que l'économie accélère son développement, parce que dans la deuxième phase du PSE, le pays vise un taux de 9% en moyenne. Donc quand vous atteignez ces chiffres-là progressivement pendant 5, 7, 10 ans, nécessairement, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités de création d'emplois. Vous allez aussi avoir des revenus renouvelés pour certains. Et donc, progressivement, la demande sociale sera mieux satisfaite. Parce que la demande sociale, elle est satisfaite, disons, dans ce qu'on appelle ce qui n'est pas monétaire. Parce qu'il y a la pauvreté monétaire, mais il y a la pauvreté non monétaire. L'eau potable aujourd'hui, l'accès à l'eau potable, on est presque à la santé, à l'universel. L'éducation
on n'a pas atteint les objectifs dans le premier plan d'action du PSE, mais ça s'améliore également. L'électrification progresse, les routes progressent, mais encore une fois, la première demande, c'est ce qu'on met dans la marmite, comme on dit. Oui, et donc, c'est l'emploi et les revenus. On est en plein dans le bilan social. Le gouvernement a mis en place ce qu'ils appellent le PUDC, la CMU, les bourses familiales. Est-ce que pour autant, les gens vivent mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Demba Moussa Dembélé, qui êtes à Dakar, peut-être qu'il y a de la famille au village, on continue à vous demander d'augmenter la dépense ou bien de participer aux soins de la famille? Ben, écoute, Alassane, je crois que les statistiques, en tout cas celles qui sont à ma possession, que j'ai consultées, montrent que le Sénégalais ne veut pas mieux. Moubarak a dit tout à l'heure que le Sénégal va mieux. Mais moi, je vais lui donner... Je n'ai pas nécessairement dit les Sénégalais. Oui, le Sénégal va mieux. Mais je vais lui dire qu'entre 2011 et 2016, il y a 500 000 Sénégalais qui ont basculé dans la pauvreté, qui est passé de 6,3 millions à 6,8 millions. Et ça, mais la population a augmenté aussi. C'est le CRES, oui, mais c'est le CRES qui l'a dit, et dans un rapport... Mais la population a augmenté. En suivant la courbe démographique. La population a augmenté. Disons, vous pouvez avoir une baisse relative de la pauvreté, mais une augmentation en absolu. Et le taux de pauvreté, après, d'après toujours les statistiques, c'est à peu près 47%. C'est quand même presque la moitié de la population sénégalaise. Maintenant, c'est 41. C'est 41. Bon, 42% en ville. En ville. Dans les campagnes, c'est 50 et quelques. 2 ménages sur 3 sont dans la pauvreté. Voilà, 2 ménages sur 3. Et quelle est l'efficacité justement des programmes mis en place? Bon, les programmes, apparemment, moi je vois tous les jours des gens qui manifestent dans des localités les plus reculées. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de pistes. On amène les femmes qui accouchent, qui accouchent dans des charrettes. Bon, ou à Dodan, des choses comme ça. Tous les jours, on lit dans la presse ou on voit à la télévision, ce qui veut dire qu'une bonne partie de la population n'a pas bénéficié de ces infrastructures. Et si je parle, laisse le taux de croissance de côté. Et je prends l'indice du PNUD, l'IDH. En 2012, quand l'actuel régime venait au pouvoir, le Sénégal était 154e sur 188 pays en 2012. J'ai consulté le dernier rapport du PNUD, on est 164e sur 189 pays. C'est-à-dire on a reculé de 10 places entre 2012 et 2018. Voilà. Ce qui veut dire que l'indice s'est détérioré. Et nous sommes derrière des pays comme la Mauritanie. L'indice ne s'est pas détérioré. Tout dépend du progrès des autres. Bon. Toujours est-il que l'indice composite... Nous, on n'a pas progressé. Mais on a progressé en l'indice composite. Oui, mais je donne des pays comme la Mauritanie, comme le Bénin, qui sont devant nous. Le Sénégal est 31e sur les 53 pays qui sont répertoriés. C'est-à-dire qu'on est dans la deuxième moitié des pays comme l'Angola, le Rwanda et tout ça. Ce sont des pays qui sont loin devant le Sénégal. Ça, c'est une constatation. Ce qui veut dire qu'au final, les politiques qui ont été mises en œuvre, ces taux de croissance dont on parle, ces programmes n'ont pas eu beaucoup d'impact, en tout cas sur les conditions de vie des populations sénégalaises. Moi, je crois que ce taux l'indique très clairement. Ou alors, où on n'accepte pas ce taux, quand le taux est favorable, on applaudit. Quand il n'est pas favorable, on dit ah non, c'est... je ne sais pas. Mais justement, Moubarak, pourquoi ces programmes-là, comme l'a dit Demba Moussa Dembélé, n'ont pas eu un impact sur les populations? Bon, je dois dire que les indices, il faut toujours les regarder de près. Parce que parfois, l'indice qu'on publie en 2018, c'est avec des données de 2016. 2016-2017. Voilà, bon, je dirais 2016. Ce qui fait que quand vous allez mesurer pleinement les effets de 2018, vous verrez que, parce qu'il y a eu une accélération de la croissance entre-temps, le Sénégal, son problème dans l'IDH, c'est surtout au niveau de l'éducation. Parce que les Sénégalais, on a encore un très grand taux d'analphabétisme, ce qui est inacceptable. Aujourd'hui,
près de la moitié, ou plus de la moitié des Sénégalais ne sont pas alphabétisés. 21e siècle, c'est inacceptable. Et voilà un domaine où moi je serais allé beaucoup plus loin que ce que j'ai lu d'ailleurs dans le PSE. Je pense qu'il doit être possible d'avoir un plan d'urgence pour l'alphabétisation au Sénégal. En 10 ans, d'éradiquer, je dis éradiquer, il ne s'agit pas de progresser de 2 ou 3 points, d'éradiquer l'analphabétisme au Sénégal. Personnellement, j'ai eu à faire des expériences dans le monde rural, dans la communauté rurale de Niomré. En 8 mois, j'ai pu former près de 1000 personnes. C'est ce type d'initiative qu'il faut faire. Donc, il faut aller dans tous les villages, sortir les gens des maisons, leur offrir des possibilités de formation. Et vous verrez que en 10 ans, vous allez permettre à tous les Sénégalais de savoir lire et écrire. Dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire aussi, la rétention des jeunes dans le circuit scolaire pose problème aussi. Il y a beaucoup d'abandon, etc., etc. Donc, voilà autant de choses sur lesquelles il faut... Est-ce que les investissements qu'il faut dans l'éducation ont été mis en place? Parce qu'on a vu que des pays comme la Corée du Sud, que l'enseignant en Corée du Sud, c'est la personne la mieux payée dans le pays. Et pour accéder même à l'enseignement en Corée du Sud, il faut énormément être compétent. Oui, en Irlande, les gens ont beaucoup investi dans ça. En Irlande, est-ce que réellement l'État investit ensuite sur la qualité des enseignants et de l'enseignement? En Irlande, pour enseigner au primaire, il faut avoir la licence. Je vous donne cet exemple. Paradoxalement, le Sénégal... Est-ce que c'est pas là-bas le problème du Sénégal? Le Sénégal est l'un des pays qui investit le plus dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, c'est 25% des dépenses publiques. L'efficacité de la dépense. Non, justement, c'est reconnu dans le document du PSE. Effectivement, on dépense le plus, mais in fine, le résultat n'est pas là. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, nous tous, voir quelles solutions apporter. Est-ce que le problème, c'est pas juste de dire, de constater, de dire que oui, on a mis tant d'argent dans l'éducation, mais c'est pas efficace? Le problème, le diagnostic, on le fait dans ce pays-là, le diagnostic. On est très fort en diagnostic. Mais les actions, les changements qu'il faut, la volonté politique, souvent posent défaut. On fait que des constats. Vous savez, je crois que on constate que ça ne va pas, mais on ne règle pas le problème. L'un des problèmes majeurs de ce pays, c'est la dégradation du système éducatif. Du primaire jusqu'à l'université. Parce qu'il faut un plan Sénégal d'éducation. L'université Cheikh Anta Diop, je crois il y a peut-être 20 ans encore, avait une certaine aura. Mais aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe à l'université. On ne forme pas des gens pour pouvoir prendre des postes clés, pour pouvoir amener le pays vers l'émergence. Non. Et tant que, tout à l'heure, il a cité l'exemple des pays asiatiques, mais là-bas, la clé de la réussite, c'est l'éducation, c'est la qualité de l'éducation. Tant qu'il n'y a pas cette qualité de l'éducation, aujourd'hui en Chine, la Chine forme plus d'ingénieurs que les États-Unis, et peut-être même tous les pays occidentaux réunis. Et si elle fait des bons en avant, c'est parce qu'elle forme des gens qui sont capables de maîtriser et d'inventer de nouvelles technologies. On a des exemples aujourd'hui, les Occidentaux, avec Huawei et autres, qui veulent bloquer les Chinois, parce qu'ils savent que ces gens-là, ils risquent de leur damer le pion dans beaucoup de domaines. Ils sont formés là-bas. Parce qu'il y a une stratégie à long terme encore. Il y a une stratégie, une vision, dans laquelle s'insère la qualité de l'éducation, comment investir, dans quel domaine, pour que cette éducation puisse être efficace. Mais est-ce que malheureusement, le Sénégal peut être performant? Ici, on brandit des statistiques, on a mis temps, mais on ne se pose pas la question de savoir à quoi a servi cet argent. Le plus souvent, cet argent sert à payer des enseignants, des administrateurs, plutôt qu'à améliorer les conditions de travail des élèves et des étudiants. Et c'est là où le bas blesse. Mais il y a eu des réformes qui ont été tentées dans l'éducation au Sénégal, mais qui n'ont pas abouti. Il semble qu'il y a une sorte de résistance de changer l'enseignement au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Oui, mais je crois qu'il y a une faiblesse de l'État
enfin, par l'État, en tout cas de ceux qui dirigent le pays, que ce soit du côté du temps d'Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ou président Macky Sall, il y a une certaine faiblesse. On prend des décisions, de bonnes décisions, mais on ne les met pas en œuvre. Il y a eu les assises de l'enseignement supérieur. Avec le STEM. Oui, il y a eu des assises de l'enseignement supérieur. Je crois qu'il y a eu des recommandations pertinentes qui ont été faites, mais malheureusement, on les a mises dans les tiroirs. Voilà le problème. Il y a des résistances, certes. Mais quand on dirige un pays, on sait où se trouvent les intérêts de ce pays. Parfois, il faut taper du poing sur la table, dire ça c'est dans l'intérêt du pays, ces résistances, il faut les briser, ces résistances. Sinon, nous restons dans un cercle vicieux et c'est ce qui nous arrive. Parce qu'aujourd'hui, à l'université, les gens ont peur de prendre les décisions qu'il faut. Sinon, on est dans une bombe à retardement. Cette université, c'est pas seulement l'université de Dakar, mais c'est toutes les autres universités qui sont dans la crise. Mais le régime n'a pas le courage de prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Et sur le plan politique aujourd'hui? Oui, avant le plan politique. Oui, le Sénégal, au regard de son niveau de développement et de ses ambitions, tout à l'heure j'ai parlé de l'analphabétisme qu'il faut éradiquer en 10 ans. Deuxièmement, l'enseignement primaire et secondaire. Il faut améliorer à la fois le taux d'accès, mais surtout la qualité. De l'enseignement et des enseignants. Et des enseignants, parce que... Est-ce que le gouvernement justement a fait le bilan de l'impact des volontaires et de vacatariat dans le système d'enseignement au Sénégal? Bon, parce qu'aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires qui sont dans des postes de responsabilité ont été formés par des vacataires et des volontaires. Il y a une incapacité de travailler aussi. Bien, bon, il faut faire l'évaluation comme vous, ça n'a jamais été fait. Le troisième élément, c'est l'enseignement technique. Là également, pour des pays qui aspirent à l'émergence, vous deviez pouvoir orienter le tiers de ceux qui sortent du cycle fondamental vers l'enseignement technique. Avec les BTS et autres? Non. La formation l'enseignement technique, c'est au niveau 3e. Je veux dire, au lieu de faire une seconde classique SL, on devrait pouvoir prendre le tiers des jeunes, les orienter vers l'enseignement technique, vers des formations très pratiques. Parce que tout à l'heure, on parle, tout ça se tient. Si vous voulez industrialiser, il vous faut des infrastructures. C'est-à-dire, à chaque niveau de développement, vous avez un complexe qui change. Dans le complexe, je mets le capital humain, des infrastructures, l'environnement des affaires, la recherche-développement, les politiques publiques. Vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Et chaque fois maintenant que vous changez de stade de développement, vous devez complexifier le complexe. C'est-à-dire, si vous êtes un pays pauvre qui aspire à améliorer juste son sort, il faut développer la scolarisation universelle. Donc, il faut que tout le monde ait des connaissances de base. Mais si vous aspirez maintenant à l'émergence, vous devez non seulement consolider ces facteurs de base, donc vous devez avoir la scolarisation universelle, l'alphabétisation universelle, vous devez garantir à chaque jeune une scolarisation jusqu'en 3e. Ça fait partie des prérequis. Oui. Une fois que vous êtes en 3e maintenant, il faut orienter le tiers vers l'enseignement technique. Parce que c'est ces gens-là qui vont occuper demain les postes dans l'industrie. Si vous aspirez à l'industrialisation, vous devez avoir des jeunes prêts à être dans les postes de travail, à être productifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bataille de la productivité. Si vous avez une bonne productivité, les entreprises vont venir. Le problème, c'est que le constat que fait Moubarak Lô, on l'a constaté. Pourquoi on n'agit pas? On n'agit pas parce qu'il n'y a pas de vision d'abord. Et ensuite, on pense qu'on peut développer ce pays en comptant sur le capital étranger. On a parlé du groupe consultatif. Et le président Macky Sall a dit, après ça, au secteur privé, venez investir au Sénégal.
pour lui, en attirant les capitaux étrangers, on va développer ce pays. Et donc, si on se contente du capital étranger pour développer le pays, mais le mix, le complexe dont il parle, mais les gens... Ils ne vont pas s'occuper de ça. Ils ne vont pas s'occuper de ça. Ils viennent chercher de l'argent. On a juste des entreprises étrangères qui vont venir investir, construire des routes, des ponts, construire quelques usines ou employer quelques Sénégalais. Mais au final, c'est nous qui perdons. Parce que les profits qui vont venir de ces entreprises vont être rapatriés. Et voilà. Donc, avec la convertibilité du franc CFA, c'est facile. Non, le franc CFA ne peut pas dévaluer cet argent. Le franc CFA, il faut qu'on s'en débarrasse. Le franc CFA, ça fait 73 ans qu'il a fait la preuve que c'est un obstacle à notre développement. Le franc CFA, c'est un instrument de domination et c'est ça qui permet à la France de dominer aujourd'hui les secteurs clés de notre économie. Regardez ce qui se passe autour de nous. L'eau, l'énergie... Même la Sénélec, paraît-il, il y a une entreprise française qui veut la reprendre. Après tout le reste. Donc le franc CFA, c'est un de ces instruments qui offrent à la France de pouvoir dominer les économies des pays qui utilisent cette monnaie-là. Et il faut qu'on s'en débarrasse, sinon, pour moi, il n'y a pas d'émergence. Bon, pour moi, la monnaie ni un atout, ni un handicap pour aller à l'émergence. Ça dépend de ce qu'on en fait. Bon, disons, ça peut être un instrument sur le court terme pour faire de la régulation conjoncturelle, mais sur le long terme, ce qui est fondamental, c'est vos capacités structurelles. Donc, c'est vos facteurs de compétitivité, comme le capital humain, les infrastructures, la qualité des politiques publiques. Et n'oublions pas aussi que nous avons un grand chantier au sein de la CEDEAO pour créer une monnaie commune régionale. Donc ça devrait contribuer à dépassionner le débat autour du franc CFA. D'abord, ce n'est ni un handicap ni un atout. Et deuxièmement, à mon avis, d'ici quelques années, si la feuille de route qui a été définie par les chefs de la CEDEAO est respectée, on aura une monnaie ouest-africaine sans doute qui utiliserait un ancrage sur un panier diversifié de monnaies et qui pourrait avoir une politique monétaire autonome. Très rapidement, sur 2019, est-ce que les perspectives économiques sont bonnes ou pas, Daba Moussa Dembélé, ou bien on va suivre la même trame que 2018? Non, vous savez, c'est une année électorale. Hein? Donc une bonne partie, je crois que le premier trimestre de 2019 va occuper la classe politique et autres dans ces joutes électorales. Et cela va affecter la productivité? Mais évidemment, surtout au niveau de l'administration. Une bonne partie de l'administration sera paralysée parce que moi, je pense que c'est une administration que j'appelle totalitaire. Parce qu'à tous les niveaux, c'est les membres de l'APR qui occupent les postes de décision et ils seront en campagne. En tout cas, pour ce qui concerne les dirigeants de ces entreprises-là, aussi bien entreprises nationales que certains départements ministériels, ils seront en campagne. D'ailleurs, même pendant le parrainage, on a vu que certains d'entre eux étaient en campagne pour aller cueillir des voix. Et le premier trimestre sera tout simplement un trimestre électoral. Et ça va quand on dit paralysie de l'administration, ça veut dire également paralysie du secteur privé. Parce qu'il y a quand même, sauf certains secteurs qui sont déjà rodés, mais il y a des décisions qui veulent impacter les activités du secteur privé qui risquent d'être bloquées pendant cette période-là. Donc, je ne vois pas, à mon avis, personnellement, d'amélioration par rapport à ce qui s'est passé en 2018, pendant le premier trimestre, et au-delà, tout dépend maintenant du contentieux ou du non-contentieux électoral. Parce que s'il y a contentieux, ça risque de paralyser, en tout cas d'avoir un impact très négatif pour une bonne partie de l'année. Mais si tout se passe bien, peut-être qu'après le premier trimestre, les choses iront mieux. Au moment où le président parle de réforme fiscale, de création d'emplois décents, quels sont les secteurs
auxquels vous pensez pour 2019 qui puissent aujourd'hui changer la vie des Sénégalais? Est-ce qu'avec l'année 2019, l'année électorale qui est là, déjà on voit l'effervescence juste avec le parrainage, ne risque pas de plomber l'économie sénégalaise? Bon, d'abord, concernant l'administration, la quasi-totalité de l'administration continue de fonctionner. Même dans les périodes électorales, disons, parce qu'il y a la technostructure qui est là, qui n'a pas de partidaire. La technostructure de l'État, elle est là pour servir l'État. Et d'ailleurs, il y a un exemple qu'on donne souvent dans les écoles d'administration. Le secrétaire général ou le secrétaire général du gouvernement en Grande-Bretagne. Lorsqu'il y a une élection, il apprend les programmes des différents partis qui pourraient prendre le pouvoir. Et le jour où l'élection se termine, il rencontre le nouveau Premier ministre, il lui dit « J'ai étudié votre programme, je suis à votre disposition pour vous accompagner pour la mise en œuvre. » Ça, c'est en Grande-Bretagne. Dans ce pays-là, c'est pas ici. Oui, mais je dois dire que moi, je connais l'administration de l'intérieur. Pour l'essentiel, croyez-moi, l'administration, depuis Senghor, a toujours fonctionné pendant les élections, même si les ministres sont souvent des politiques. Ça, c'est les Senghor aussi. Oui. Hein, c'est différent aujourd'hui. Oui, non, nous avons la chance... La plupart des secrétaires généraux des ministères aujourd'hui sont des politiciens. Tous. La plupart. Oui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la technostructure, ça c'est un haut fonctionnaire qui vous le dit, pour l'essentiel, le travail de l'État continue, ne sera pas affecté par le... Pour l'essentiel, je dis. Je ne parle pas maintenant des décisions exceptionnelles qui, parfois même pour des raisons stratégiques, sont retardées pour l'après-élection. Maintenant, pour l'essentiel, croyez-moi, l'administration continue de fonctionner. Maintenant, en termes de croissance et de conséquences économiques de l'élection, ce qu'on apprend dans les livres économiques, c'est qu'en général, l'année qui précède l'élection, vous avez une hausse des dépenses publiques, vous avez une hausse de la croissance. Après l'élection, ça c'est ce qu'on apprend dans les livres d'économie. Je vous donne d'abord le cadre théorique, après je vous parlerai de ce que je pense. Après l'élection, le gouvernement devient plus rigoureux, la croissance ralentit et les dépenses publiques également. Mais dans les faits, au Sénégal, si vous regardez l'historique, on ne peut pas faire de parallèle. Disons, il n'y a pas nécessairement d'impact fondamental de l'élection sur la dépense publique, je dis bien fondamentale, ou la croissance. Donc, on peut anticiper qu'il y aurait plus de continuité que de rupture ou de changement de rythme. Et que donc, la croissance devrait pouvoir se poursuivre dans la même tendance. On avait 6,6% depuis 2014. On peut anticiper qu'en 2019, on devrait atteindre 7%. Maintenant, tout dépendra effectivement de la conjoncture. Et ça, les phénomènes économiques dépendent toujours de la conjoncture. Voilà, le temps que nous imparti malheureusement terminé. Merci à Moubarak Lo, conseiller économique en chef du Premier ministre, directeur général du Bureau de prospective économique, et Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur, directeur du Forum africain des alternatives et coordinateur de l'ARCAD, l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop, toutes nos excuses pour cette coupure d'électricité qui nous a retardé un peu la production de cette émission. L'invité de Mahmoud Ibraka pour le jury du dimanche et a eu un contretemps, c'est M. Massata Diak. À la place, Madiambal Diagne sera là pour vous entretenir de l'actualité du pays, politique, économique et sociale. À la technique, donc, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.